et on lui a dit que les filles n'étaient pas admises. On a fait quelques Alors progrès. elle devait être avec ma grand-mère qui prenait des cours d'harmonie avec monsieur Wata, qui lui faisait la cour, etc. Et c'était, en fait, on allait en musique pour rencontrer un monsieur, un chef d'orchestre, qui, etc. Ça me touche beaucoup. Enfin, vous voyez, écoutez, non, c'est simplement, moi j'ai une vraie question, ça c'était une remarque. J'ai lu dans plusieurs journaux, et ça m'a fait beaucoup de peine, nous qui sommes plusieurs probablement ici à avoir vécu le grand moment, enfin le droit de vote, de voir que les jeunes femmes ne votaient pas. Et j'aimerais que vous... Je vote pour Sandrine. Pourquoi? Est-ce que vous avez une vague idée pourquoi? Il faut lire Elisabeth Badinter aussi. Il y a tout un retour qui moi m'inquiète énormément. Et le dernier ouvrage d'Elisabeth Badinter est remarquable. Qui répond? Parce qu'il y a encore plusieurs... Non, moi j'ai éduqué mes enfants à être, comme je vous dis, depuis l'adolescence. Je me suis engagée, ils se sont engagés. Enfin, aujourd'hui, ma fille, elle vote pour Sandrine. Vaudrait-il mieux qu'elle ne vote pas? Non, c'est une boutade parce que je pense qu'elle a raison de voter. Je suis très fière de ma fille. La société qui présente des images de jeunes filles tellement dégradantes, Non, il y a un retour aussi aux valeurs fondamentales. De représenter d'autres modèles. Je ne sais pas, je me pose la question. Plus personne ne veut répondre à cette question. J'ai encore deux. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Rocío Restrepo, je suis la directrice d'une association de femmes migrantes qualifiées. Je voudrais faire la question par rapport au gaspillage de compétences qui existe à Genève. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation, mais à Genève, nous avons constaté un grand gaspillage de compétences. C'est incroyable comment à Genève vous trouvez dans les magasins de Migros, Manor, tous les magasins Ikea, des gens, des femmes qui sont professionnels, qui ont une formation universitaire, qui ont des compétences et leur expérience n'est pas reconnue, leur diplôme non plus. Alors nous, on travaille chaque jour avec ces femmes pour les motiver, pour les donner des pistes, pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire ici, comment elles pourraient faire ici. Et je voudrais bien vous écouter sur ce thème. Et à part de Mme Salerno, parce qu'il faut dire que Mme Salerno est déjà engagée dans le thème, elle nous a donné un local déjà pour que nous pouvions commencer notre travail. Et je voudrais écouter les autres deux femmes par rapport à ça, parce que je n'ai rien entendu sur les femmes migrantes. Merci beaucoup. Oui, alors sur les femmes migrantes, non, tu voulais t'exprimer. Oui, vas-y. Bon, effectivement, elles souffrent, je dirais, d'un handicap, certains déjà liés à la migration. Et au niveau d'une administration, je pense on parle aussi des CV, disons, non identifiés, qui soient neutres, où le nom n'apparaît pas, de telle sorte qu'il n'y ait pas justement une quelconque discrimination, puis qu'à compétences égales, elles ne soient pas écartées. Il y a aussi tout un travail, mais ça dépend plutôt du canton, au niveau de l'orientation de formation professionnelle, où il faut faire des équivalences pour que les formations soient reconnues, même si elles ont été faites à l'étranger. Donc ça, c'est un travail qui leur incombe. Et puis, effectivement, elles se retrouvent souvent, et je suis d'accord avec vous que c'est un grand gaspillage de compétences, mais je le vois aussi avec des hommes migrants. Moi, au niveau de l'association dans laquelle je suis engagée, on a beaucoup de prestataires, par exemple du revenu minimum, du RMCAS, qui viennent parce qu'ils sont à l'assistance, parce qu'ils ont épuisé leur droit au chômage et qu'ils ne trouvent pas de travail. Et là aussi, moi, je suis déjà époustouflée des fois du parcours qu'ils ont, et ils se heurtent toujours à des refus, et pour finir, les gens se découragent, et le temps passe, et leurs compétences, elles sont aussi diminuées du fait qu'elles n'ont pas été utilisées. Donc, je vous rejoins, c'est un vrai gâchis, et là, c'est un travail de... Je dirais, il faut s'accrocher à ça pour essayer de changer la situation. C'est un travail en partenariat aussi avec le canton, c'est pas uniquement du ressort de la commune. Je ne sais pas si ça peut apporter une pierre à l'édifice.
mais lorsque j'ai siégé à la commission des naturalisations, j'ai rencontré à plusieurs reprises des femmes qui venaient là lorsque nous les visitons, en fait. Elles sont là depuis 12 ans. Et certaines parlent le français, elles le parlent bien, mais elles vous confessent, vous confient plus exactement, qu'elles n'arrivent pas à l'écrire. Et qu'il y a dans la loi pour la naturalisation l'obligation de parler la langue, mais pas véritablement d'incitation à l'écrire. Ce qui fait que, imaginez-vous une femme de ménage qui peut très bien faire excellemment son travail et parler très bien en s'adaptant avec son oreille musicale, etc. Pendant de nombreuses années, qui obtient la naturalisation, mais ne peut pas écrire une lettre pour ni engager une formation complémentaire parce que par rapport à l'écrit, elle est empêchée. Et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que la commune de Genève, et ça c'est un des points que j'aimerais vraiment mettre en œuvre, c'est celui de permettre aux femmes, à partir du moment où elles sont là depuis un certain nombre d'années, peut-être ne faudrait-il pas attendre la date butoir de la naturalisation, mais voilà, à partir du moment, à partir de 5 ans, 6 ans, qu'on sait très bien que si elles sont là, elles y travaillent, elles veulent y évoluer, elles contribuent à la prospérité de notre pays, on ait les moyens, on leur donne les moyens d'apprendre à maîtriser vraiment complètement les outils linguistiques notamment, qui leur permettent de progresser pour qu'on puisse les reconnaître et qu'elles puissent se faire reconnaître sans être assistées. Voilà, c'est un aspect que je voulais donner. Vous m'avez demandé la parole. Voilà, à vous. Bonsoir. J'ai une question qui concerne les femmes, parce que c'est vrai que c'est quand même nous qui faisons les courses, essentiellement. Madame Alder, vous avez parlé des commerces de proximité tout à l'heure. Et je voulais vous demander, comment vous pensez les encourager? Est-ce que vous pensez qu'il faut encourager les commerces de proximité, sachant que, pardon si je généralise à partir du cas particulier où j'habite, mais les commerces dans mon quartier sont quand même plus chers que la Migros qui est juste à côté. Et bien souvent, ils sont fermés le samedi, ou alors ceux qui restent ouverts très tard sont les dépanneurs qui là sont franchement beaucoup plus chers. Alors voilà, ma question concerne le commerce de proximité et le rôle éventuel de la cible. Alors déjà, je sais, pardon. Oui, je vous en prie. Je sais que la GIM déjà fait un grand effort déjà au niveau du loyer, de l'accessibilité des arcades municipales à des commerces, notamment de proximité. C'est vrai que le loyer, c'est un impact direct sur l'exploitation. Donc la ville, elle a un parc immobilier et puis un parc commercial important. De mon point de vue, on n'a pas à vouloir le rentabiliser à tout prix. Donc si on veut des commerces de proximité, favoriser aussi l'agriculture et l'économie de proximité, il s'agit aussi de faire un geste pour que les charges soient pas trop élevées quand on est un commerçant. Donc ça c'est déjà un point. Et puis pourquoi les favoriser? On constate, on parle beaucoup des problèmes d'embonpoint dans nos sociétés. J'avais vu une étude où ils remarquaient que lorsqu'il y avait des commerces justement dans les quartiers, les gens justement se déplaçaient plus à pied, prenaient moins leur voiture, et puis il y a aussi, on achète moins dans un petit commerce parce qu'on est moins tenté. Donc ça a aussi un impact direct sur, peut-être c'est un petit peu plus cher, mais en même temps c'est moins cher parce qu'on achète moins, puis des choses on n'a pas besoin de les jeter parce que ça reste et qu'on ne les utilise pas. Donc je pense qu'on s'y retrouve et c'est quelque chose que moi je trouve très important de favoriser. Je peux poser juste une question en plus. Oui. Ça représente combien, peut-être Madame Salerno vous pouvez répondre, les arcades qui appartiennent, qui sont gérées par la GIM, qui appartiennent à la ville, ça représente quel pourcentage par rapport aux arcades qui existent en ville de Genève? C'est difficile ça. Ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais on en a à peu près 2000. Et ce n'est pas principalement des arcades, puisque vous disiez, vous parliez des courses. Oui, je parlais des commerces de proximité, en fait, ça peut être la teinturerie, voilà. les courses, même un magasin de vêtements. Voilà, donc nous on en a à peu près 2000 d'arcades commerciales
commerciale en ville de Genève. Et on essaye, en respectant d'abord le plan d'utilisation du sol, mais aussi le plan directeur communal que la ville a établi jusqu'à l'horizon 2020, vraiment de favoriser un commerce de proximité pour les habitantes et les habitants des quartiers, aussi pour les personnes âgées, parce que c'est bien dans son quartier d'avoir les services. Et puis, bien évidemment, parce que les commerces, c'est de la création d'emplois et c'est donc de la richesse économique et des salaires pour les personnes qui travaillent dans ces lieux-là. Donc, on est vraiment très attentif lorsqu'on doit attribuer une arcade commerciale à ce qu'elle se fasse avec, comme Bible, si vous voulez, les deux outils de la commune, le plan directeur communal, le plan d'utilisation du sol. Je vous donne un exemple, à Saint-Gervais, si on nous demande d'implanter le Xème bureau de change, on va dire non, parce qu'on a déjà pas mal. Pour les habitants de Saint-Gervais, ce n'est pas très utile. Et puis, on préférera un autre type d'activité économique. Maintenant, ce qu'on essaye aussi de faire au niveau de l'agence immobilière municipale, c'est de pouvoir proposer pour... c'est des expériences pilotes qu'on va commencer maintenant pour les habitants du quartier et notamment certains habitants de nos immeubles. La première expérience, on va la faire dans la barre du Seget, parce qu'on a aussi une crèche, donc un service public qui peut être intéressé. C'est de proposer un lieu de garde pour des coopératives agricoles qui travaillent de manière contractuelle, où elles vont pouvoir stocker leurs denrées, et puis comme ça, qui sont des denrées non périssables, des oléagineux, des céréales. Comme ça, les habitantes et les habitants de l'immeuble, mais aussi la crèche, lorsqu'elle souhaite utiliser des produits, elle peut utiliser des produits qui ont été produits sur les terres genevoises ou françaises, parce que la problématique de l'agriculture, elle est très largement de la région franco-balto-genevoise. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut, alors qui ne va pas faire l'ensemble du panier de la ménagère ou du ménager, on est d'accord, mais qui peut être une offre supplémentaire pour les habitantes et les habitants de la ville. Maintenant, après je m'arrête, mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a d'autres choses à inventer, on est quand même dans une situation où si on travaille, si on a des enfants et qu'on a en même temps voilà, des commissions à faire, on a quand même pas mal de systèmes qui permettent d'y arriver. Moi, à titre personnel, avec ma fonction, avec 2 enfants, c'est toujours moi qui fais mes commissions. Il n'y a personne qui fait mes commissions. Alors comment je fais? Eh ben, le shop, ça c'est clair. Après, on est inscrit dans 2 coopératives, Cocagne et Tournerelle. Et puis il faut aller chercher un kebab, et du coup les légumes, tout ça, on les a comme ça. Et puis de temps en temps, en plus quand même, le samedi, ben, je fais un peu comme tout le monde, je me rue soit au marché, j'aime bien ces livres, soit dans ma Migros ou dans ma Coop, je fais des courses en complément. Et je trouve que on a quand même pas mal de solutions pour réussir à faire les courses sans obliger. Et puis pour moi, je suis vraiment contente du résultat de la votation sur les horaires d'ouverture des magasins. Les hommes, mais surtout les femmes, parce que c'était quand même principalement des femmes, à travailler avec des horaires étendus les week-ends pour que nous, on puisse avoir le sentiment de pouvoir faire des courses, et notamment des courses alimentaires, de manière facilitée. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même d'autres solutions. Ariel, Jacqueline, alors. Juste, non, Jacqueline l'avait demandé. Mon admiration pour non seulement les questions que vous avez posées, mais ces 3 femmes. Ici, moi qui, il y a 40 ans, je dis bien 40 ans, j'étais j'étais la première femme présidente du conseil municipal de la ville de Genève. Bravo. Ensuite, j'ai été aussi présidente du Grand Conseil. Donc, et j'ai toujours milité pour les femmes. Mais j'aime bien vous dire qu'à 40 ans, eh ben, un discours comme on a eu, c'était impossible. Et impossible. Et même il y a 20 ans. Et tout ça, c'est parce que toutes, vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez... Enfin, c'est inouï.